Donc, nous allons continuer avec le sondage aléatoire simple. Aujourd'hui, nous allons aborder la détermination de la taille de l'échantillon d'un sondage aléatoire simple. N'oubliez pas que je vous ai donné les 4 questions auxquelles on répond lorsqu'on fait un sondage. La première question qu'on se pose quand on veut faire une enquête par sondage, c'est la taille de l'échantillon. Combien d'individus faut-il enquêter? Donc, c'est une question qui est très, très importante. Donc, aujourd'hui, nous allons l'aborder, bien sûr, dans le contexte du sondage aléatoire simple. Parce que nous verrons après que la taille de l'échantillon est fonction de la méthode de sondage qui est utilisée. On distingue souvent la méthode budgétaire. C'est lorsque le budget est une contrainte. Souvent, on a un budget disponible pour faire l'opération. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va donc évaluer le coût unitaire. Donc, dans le coût unitaire, il y a tout dedans. Voilà. Les questionnaires, les appuiements, les analyses, l'enquête, les transports, tout dans le coût unitaire. Donc, on estime le coût unitaire et on détermine donc la taille d'échantillon qui est donc le budget disponible divisé par le coût unitaire. La conséquence de cette approche-là, c'est que ça ne garantit pas de bonnes estimations. Parce qu'on peut avoir une taille d'échantillon qui est relativement faible. Mais on n'a pas le choix parce que le budget, parce qu'une enquête, c'est d'abord on a fait des moyens. Donc là, c'est le budget qui gouverne. Lorsque le budget n'est pas un problème, donc n'est pas une contrainte, en ce moment-là, on peut aller vers les méthodes probabilistes. Là, en ce moment, c'est la précision qui guide. En ce moment-là, on veut atteindre une précision donnée. Donc nous allons voir, dans le cas de la moyenne, mais c'est valable aussi pour tous les estimateurs, dans le cas de la moyenne, on veut estimer la moyenne population avec une marge d'erreur qu'on se fixe a priori égale à E0, qu'on ne doit pas dépasser avec une confiance de 95%. Par exemple, je peux vous demander d'estimer le revenu moyen des ménages d'une ville avec une marge d'erreur de plus ou moins 100 francs ou 1000 francs. Donc, je vous fixe déjà la marge d'erreur à ne pas dépasser. Donc, c'est 100 francs ou 1000 francs. Vous voyez? Donc, comment on prend ça en compte pour déterminer donc la taille d'échantillon? On l'a déjà vu dans l'estimation par intervalle de confiance, que la marge d'erreur, c'était 2 fois l'écart type de l'estimateur. Donc, on va écrire que marge d'erreur, donc erreur absolue, égale à 2 fois l'écart type. Donc, si, dans le cas d'une moyenne, on a vu que l'écart type s'écrivait comme ça. Voilà, donc on remplace. Et donc, c'est cette marge d'erreur-là qui est donc majorée par E0, qui est fixée à E0. Donc, vous devez résoudre cette inéquation-là. Voilà. Et donc, de là, c'est pas compliqué, on peut tirer que la taille minimale qu'il nous faut pour satisfaire à cette précision-là, c'est égal donc à la formule qui est au tableau ici. Voilà. Maintenant, lorsque le taux de sondage est faible, généralement c'est le cas, lorsque le grand N il est suffisamment grand pour qu'on peut donc négliger donc, le taux de sondage, enfin le F, en ce moment-là, cette formule-là se simplifie et devient celle-là. Donc N égale à 4 fois S carré divisé par la marge d'erreur au carré. Alors, ici, il faut faire donc une remarque importante. On voit bien que la taille de l'échantillon augmente avec la variance de la variable dans la population. Donc, ça dépend du degré d'homogénéité de la population. C'est important. Donc, si on a affaire à une population qui est hétérogène,
alors il va falloir enquêter plus d'individus. Si on a affaire à une population qui est homogène, alors on va enquêter moins d'individus. Ça, c'est important. Donc, 2 personnes qui ont affaire à la même taille de population, mais si pour l'un, la population est homogène et que pour l'autre, elle est hétérogène, mais les 2 n'auront pas forcément les mêmes tailles d'échantillons. Parce qu'on pense souvent que pour faire un sondage, il faut systématiquement enquêter beaucoup de personnes. Mais non. Prenez un cas extrême où la variance est nulle, par exemple. Si la variance est nulle, c'est qu'on a une population qui est homogène. Mais quand elle est homogène, même avec 2 personnes, j'ai déjà mes moyennes que j'estime sans erreur. Même si le grand N, ça vaut des millions ou des milliards, mais je n'ai pas besoin de centaines ou de millions d'individus, j'ai besoin juste de 2 personnes. Vous voyez déjà. Donc le N, il dépend de la variance dans la population. Donc ça, c'est important. Deuxième facteur, vous voyez que la marge d'erreur est au dénominateur. Donc le N carré va augmenter, va plutôt diminuer avec la marge d'erreur. Donc lorsque la marge d'erreur qu'on se fixe est petite, alors la contrepartie, c'est qu'on doit augmenter l'échantillon. C'est un peu ça. C'est le prix à payer. Hein. Voilà, c'est le prix de la précision. C'est un peu ça. Voilà. Donc, à la limite, vous voyez que lorsque la marge d'erreur tend vers 0, le petit n va tendre vers grand N. Si on prend cette formule qui est là. Le petit n va tendre vers grand N. C'est un peu ça. Donc la précision a un coût. Donc, il ne faut pas oublier, il faut donc noter que la taille dépend de 2 critères. La variance de la valeur d'intérêt dans la population. Donc, est-ce que la population est homogène ou est hétérogène? Et puis, du niveau de précision qu'on se fixe. Maintenant, il arrive qu'au lieu qu'on donne l'erreur en absolu, en termes absolus, on peut donner l'erreur en termes relatifs. On l'a vu dans l'intervalle de confiance, on l'a vu. Donc, lorsque l'erreur est donnée en termes relatifs, on peut se ramener toujours à l'erreur absolue par la formule qui est là. L'erreur relative, c'est le ratio de l'erreur absolue sur les paramètres qu'on estime. Donc, l'erreur absolue, c'est l'erreur relative que multiplie l'estimateur. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit qu'on peut vouloir estimer le revenu moyen avec une marge d'erreur, par exemple, de 1000 francs. Mais on peut vouloir aussi estimer le revenu moyen avec une marge d'erreur, par exemple, qui ne dépasse pas 2%. Vous voyez, 2%. Donc la marge d'erreur, ici, est donnée en termes relatifs. 2%, la marge d'erreur tolérable. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne rentre pas donc dans la formule ci-dessus. Donc E0 par E0 égale à ER fois Y bar, et on obtient la formule qui est là. Donc le N ici, il dépend, donc il fait 4 fois le quotient des variations divisé par au carré, divisé par l'erreur relative au carré. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la taille de l'échantillon dépend de grandeur population, le S carré, ou bien le CV, quotient de variation. Lorsqu'on est avant l'enquête, ces paramètres-là sont inconnus. C'est lorsqu'on fait l'enquête qu'on peut les estimer. Mais avant l'enquête, et là, on est avant l'enquête. La taille se détermine en amont de l'enquête. Donc, ces grandeurs-là sont inconnues avant l'enquête. Donc, comment on fait pour donc avoir une estimation? Donc, souvent, ce qu'on fait, on peut se référer donc à des enquêtes similaires antérieures. Parce que généralement, on a des enquêtes qui se répètent, chaque 2 ans, chaque 4 ans. Donc, on peut se référer aux enquêtes similaires antérieures.
Dans ce cas-là, il sera plus facile de recourir plutôt aux coefficients de variation, parce que là, c'est un ratio qui varie très peu que par rapport donc, au S carré qui peut varier d'une année à l'autre. Mais il peut arriver aussi qu'on n'ait pas d'enquête similaire qui a été faite par le passé. Par exemple, à ce moment-là, on peut assigner donc à l'enquête pilote un objectif secondaire pour donc déterminer ces paramètres-là. À ce moment-là, on va élargir un peu donc, notre enquête pilote parce qu'on a un objectif d'estimer grossièrement ces paramètres-là. À ce moment-là, on va choisir la zone un peu semblable à la zone d'enquête. Comme ça, on peut avoir donc une estimation de S carré ou bien du CV au carré. Nous allons donc illustrer le calcul de la taille de l'échantillon dans le cas d'une moyenne. Par exemple, on veut estimer la superficie moyenne des parcelles agricoles. Donc, on a 1800 parcelles et on sait en gros que la variance est égale à 250 hectares au carré. Donc, on veut donc calculer la taille de l'échantillon pour estimer la superficie moyenne avec une marge d'erreur de 2 hectares. Donc, 2 hectares par rapport à la vraie superficie et avec une assurance de 95%. Donc, voici donc les données de l'exercice. Donc, la marge d'erreur ici est en termes absolus. 2 hectares. Et on a grand N qui fait 1800. Et puis, on a le S carré qui est à ça. Donc, on va utiliser donc, la formule complète donc de N. Ici, on ne va pas négliger le petit f, tout sondage. Donc, le N donc, égale à 220 parcelles. Voilà. Donc, on va prendre donc 220 parcelles dans 1800 parcelles. Donc, voilà. Maintenant, si on doit négliger, bon, on peut faire l'exercice pour voir à combien on serait. Voilà. Donc, nous allons maintenant voir comment on détermine la taille d'échantillon dans le cas d'une proportion. Comme je l'ai indiqué donc, au début du cours, les estimateurs qu'on cherche souvent à obtenir sont de plusieurs types. Ça peut être des moyennes, des totaux, ou des proportions, ou même d'autres, des ratios et autres. Donc, dans le cas d'une proportion, on a vu que la variance d'une proportion, donc la variance de l'estimateur d'une proportion, c'est P, N-P sur N-1, N-F. Quand on approxime, lorsque le N, le petit N, voilà, le E1, il est grand, mais le F est petit, donc on l'approxime par P, N-P sur N. Donc, comme je le dis, rien n'empêche de travailler avec ça. Hein. On peut travailler avec ça. Sûrement que ça va complexifier un peu la formule, mais sinon, ce n'est pas compliqué voilà, à faire. Donc, c'est pour simplifier qu'on prend cette formule-là. Donc, l'erreur d'estimation d'une proportion, ça, on a déjà vu hein, cette formule-là. Donc, l'erreur, ça va être 2 fois. Le 2 qui est là est lié au 95%. Voilà. Donc, ça va être 2 fois racine carrée de P, P sur petit n. Donc, quand on fixe la marge d'erreur, donc E0, donc on résout donc cette inéquation-là. Voilà. Donc, quand on résout ça, on tire que la valeur minimale donc, de n est égale à 4 fois P, P sur E0 carré. Là encore, la taille de l'échantillon dépend de grand P, qui est la proportion d'individus qui ont un caractère donné dans la population. Donc le but, enfin, l'objectif de l'enquête, c'est d'estimer grand P. Donc on n'a pas grand P avant l'enquête. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme dans le cas de la moyenne, on peut donc se référer à des enquêtes antérieures, similaires, ou bien on peut donc assigner à l'enquête pilote donc l'objectif secondaire d'estimer grossièrement P, ou bien on se met dans le cas vraiment le plus défavorable. On voit que ça,
c'est un polynôme de degré 2. Et c'est un polynôme qui est comme ça, en parabole. Donc, on peut donc maximiser n en prenant p égale à 1,5. Donc, lorsqu'on n'a pas d'information sur p, alors on prend p égale à 0,50, donc 50%. Dans ce cas-là, la formule devient n égale à 1 sur l'erreur d'estimation au carré. Vous voyez que donc, la formule devient plus simple. On va l'illustrer par un exemple. On veut estimer la proportion grand P de personnes atteintes d'une maladie dans une ville de 150 000 habitants. Combien de personnes faut-il enquêter pour estimer la proportion grand P avec une marge d'erreur de plus ou moins 2%? Non, on ne va pas dire 2%, il faut le comprendre en termes absolus. Voilà, donc on va dire 0,02. Voilà, comme ça. Donc, on va utiliser la formule simplifiée parce qu'on n'a pas d'informations sur le grand P. Donc, on va utiliser la formule qui est là. Donc, n égale à 1 sur l'erreur au carré. Donc, ça donne 2500 personnes. Donc, il nous faut enquêter 2500 personnes pour avoir donc une estimation avec une marge d'erreur de plus ou moins 0,02. Donc, nous allons aborder la deuxième question qu'on se pose lorsqu'on fait un sondage. C'est comment on sélectionne les individus de l'échantillon. Donc, dans le cadre du sondage aléatoire simple, il existe plusieurs méthodes. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a la table des nombres aléatoires. On peut aussi, on peut de manière très basique, on peut imaginer qu'on met tout le monde dans un sac et puis on tire. Mais ça, lorsqu'on a grand N, un grand N étant important, on ne peut pas le faire. Donc, on est obligé donc d'utiliser une méthode un peu plus facile à mettre en œuvre. Donc, dans la pratique, on va plutôt recourir à ce qu'on appelle le tirage systématique. Comme nous sommes dans une méthode de sondage aléatoire, donc il nous faut disposer de ce qu'on appelle une base de sondage. C'est une base de données sur la population qu'on veut donc enquêter. Et la base de sondage doit avoir des qualités. Notamment, elle doit être exhaustive. C'est-à-dire, dans votre base, on doit retrouver tous les individus de la population cible. Si la base n'est pas exhaustive, ça veut dire déjà qu'on démarre l'enquête avec un biais de couverture. Ensuite, la base doit être à jour. La base doit être à jour. Ça, on le verra pour les sondages stratifiés ou bien sondages à plusieurs degrés ou à probabilité inégale. Là où on peut donc recourir à des informations pour faire donc les probabilités de tirage. Et la base doit être sans répétition. Sans répétition. Parce que les individus ont la même probabilité d'être tirés. Donc si dans la base, il y a des répétitions, ça veut dire qu'il y a des individus qui ont des probabilités plus grandes d'être tirés. Donc une fois qu'on a la base de sondage qui vérifie donc ces propriétés-là, on va donc recourir à un algorithme qu'on appelle l'algorithme du tirage systématique. Donc, on va numéroter les individus de 1 à grand N. On le numérote. Ça, on peut le faire dans Excel ou dans n'importe quel logiciel statistique. On va calculer donc ce qu'on appelle le pas de tirage. Donc, le pas, c'est grand N divisé par petit n. Une fois qu'on a le pas, on va tirer un nombre aléatoire entre 1 et le pas. Et ce nombre aléatoire-là, on va donc l'arrondir ou prendre la partie entière. Donc ce nombre-là va être le numéro du premier individu de l'échantillon. Voilà. Donc il peut ne pas être un nombre entier, il peut être un nombre à virgule. En ce moment-là, on prend l'arrondi ou on prend la partie entière. Tu expliques que c'est un nombre aléatoire. Voilà. Maintenant, pour avoir le deuxième individu de l'échantillon, on va ajouter au premier individu, on va ajouter le pas. Donc, on fait x2 égale à x1 plus le pas.
Et on va comme ça incrémenter jusqu'à obtenir nos petits n individus de l'échantillon. Comme ça, on descend. Vous voyez donc que c'est très facile à mettre en œuvre sur un logiciel statistique. On peut le mettre facilement en œuvre sur Excel. Le souci qui peut arriver, si la base de données est triée dans un certain ordre, il peut arriver qu'on surreprésente ou on sous-représente des catégories d'individus. Ça peut arriver. Parce qu'en tirant, on fait des sauts. Donc en tirant, on fait des sauts. Enfin, donc à la fin, on peut donc ne retenir que des individus particuliers. Donc on est très particulier. Nous allons donc illustrer le tirage systématique avec ce cas-là. On va tirer 5 individus parmi 40. Donc petit n égale à 5, grand n égale à 40. Donc notre base de sondage, voici comment donc il est disposé. Donc vous avez ici les individus, donc on les numérote de 1 à 40. Vous avez ici des variables de référence. Parce que lorsqu'on va tirer l'individu, il faut quand même qu'on sache sur le terrain comment on le retrouve. Donc il faut avoir donc des informations complémentaires, l'îlot, le lot, tout ça, la maison, le numéro du lot. Donc, on calcule le pas, ça fait 40 sur 5. Donc ça fait 8. Donc on va tirer un nombre aléatoire entre 1 et 8. Donc c'est pas compliqué. On va sur Excel, tac, tire un nombre aléatoire suivant une loi uniforme, et puis hop, ça tire. Donc ici, par exemple, on va dire qu'on a tiré 2. Donc 2, ça veut dire que l'individu qui a le numéro 2 dans le fichier est donc tiré. Donc il fait partie de l'échantillon. À ce numéro 2, nous allons maintenant ajouter le pas. Donc 8. On fait 2 plus 8, ça donne 10. Donc de 2, on passe à l'individu 10. À 10, on va ajouter encore le pas, donc 8, donc 18. 18 plus 8, on va à 26. 26 plus 8, on va à 34. Et nous avons nos 5 individus. Donc 2, 10, 18, 26 et 34. Voici donc notre échantillon. On ne sort pas de la base donnée. L'algorithme est fait comme ça. Parce que ça revient encore à l'algorithme. L'algorithme revient, vous voyez, à diviser le fichier, dans notre cas là, à diviser le fichier en 5 parties égales. Donc on divise tout le fichier en 5 blocs de taille égale. Et dans chaque bloc, on va choisir un individu. Donc l'individu 2 qu'on a tiré là, il représente le premier bloc. Quand on ajoute le pas, on bascule dans le deuxième bloc. Ouais, comme ça, ainsi de suite, on descend jusqu'au dernier bloc. Donc, à aucun moment, on sort de la base. Voilà. Et on demande donc que cet algorithme-là assure à chaque individu la même probabilité d'être tiré, qui est égale donc à 5 sur 40, non, 1/8. Donc, voici donc une méthode très simple pour faire un tirage aléatoire simple. Mais comme nous l'avons vu, la précision des estimateurs d'un sondage aléatoire simple dépend de l'homogénéité de la population. Ça, c'est important à noter. Donc, si la population est hétérogène, alors le sondage aléatoire simple n'est pas la méthode la plus appropriée. Ou bien, même s'il faut la faire, il va falloir un peu trier la base de sondage pour qu'on puisse quand même représenter dans notre échantillon les différentes catégories d'individus. Mais ça, on le verra après dans le chapitre suivant sur le sondage stratifié.